Rays Giants. La défense de San Francisco coche présente en début de deuxième. Wade McClure réalise un bel attrapé au départ de Yanni Diaz. Pas peur de salir son pantalon, le bon Wade. Après McClure, c'est au tour d'un autre voltigeur de faire sentir sa présence. Elliott Ramos effectue un magnifique relais pour retirer José Siri au deuxième. Oh, c'est beau ça! Si la défense des Giants a été spectaculaire, eh bien, c'est tout le contraire qui se produit en sixième. Luke Raleigh envoie la balle au champ droit et elle frappe le mur de briques. Les pauvres voltigeurs de San Francisco tentent de rattraper la balle, mais rien à faire. Raleigh parvient facilement à compléter un circuit intérieur. 6-1, la victoire des Rays. Luke Raleigh est devenu le premier joueur à inscrire un circuit intérieur contre les Giants depuis Lee Lacy en 1978. Guardians, Reds en première. Matt McLean envoie le tir de Noah Syndergaard au champ-centre. C'est bon pour un mec-double et TJ Friedel en profite pour aller marquer rapidement. Friedel est aussi un petit vite en défense. Ça se passe au champ-centre. Oh, c'est bien frappé. Les frappes en direction du champ-centre. Friedel recule à la clôture. Saisit la balle! Et vole un circuit à Laureano. Wimo Alain, gros catch de Friedel au voleur Alain. En avance 3-1 en quatrième, McLean veut creuser l'écart encore plus et pas de n'importe quelle façon. Il claque un mec circuit. Bon pour 2 points. Pas de doute, McLean, c'est un viking. Tout le monde apprécie le spectacle à Cincinnati. Même la menthe religieuse est venue faire son petit tour. Bon biais, madame. Bon biais. Les Reds emportent 7-2. TJ Friedel est devenu le premier joueur à frapper plus de 10 circuits et plus de 12 amortis dans une même saison depuis 2011. Tennis maintenant, c'était l'entrée en scène de Jessica Pegula à Cincinnati. La championne du tournoi de Montréal avait un laissez-passer pour le premier tour. Troisième tête de série, Pegula amorçait son parcours face à Martina Trevisan. Pegula a jamais été plus loin que la ronde des quarts de finale à Cincinnati. Son premier set du tournoi est assez difficile, merci. En tout cas, il est plus long que la durée totale de la finale à Montréal. Lors de ce long échange au 12e jeu, Pegula est promené d'un bord à l'autre du terrain par Trevisan, qui termine en déposant la balle. L'Italienne gagne la manche au bris et l'Américaine passe sa colère sur sa raquette. On me confirme que ça va en prendre une autre. Au deuxième set, Trevisan est embêtée, pas juste par les bébites. Non. Elle se fait briser au 5e jeu, alors que c'était 2-2. Pegula poursuit sur sa lancée dans cet échange, qui est son plus beau point dans sa séquence de 4 jeux consécutifs. On se retrouve donc au 3e set. Jessica a un bris d'avance et mène 3-2. Cette fois, c'est Martina qui est envoyée d'un bord à l'autre du terrain. Après un croisé par-dessus l'épaule, Pegula termine l'échange avec le point. Jessica Pegula remporte la 3e manche 6-3 dans un duel qui a duré 2 heures 24 minutes. Iga Swiatek fait son entrée à Cincinnati contre Danielle Collins. Les deux femmes s'étaient affrontées vendredi dernier à Montréal et Swiatek a eu besoin de 3 sets pour gagner. Cette fois, la favorite n'a pas l'intention de s'éterniser. Non, elle prend les devants 3-0. Iga a éprouvé des anneaux au service à son dernier match, alors que Jessica Pegula l'a brisé 11 fois. C'est par un bris de service que Collins s'inscrit au pointage. Le problème pour l'Américaine, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres. La Polonaise gagne la première manche 6-1. Autre problème pour Collins, il n'y aura pas d'autres points non plus. Swiatek est sans pitié en deuxième manche. La meilleure raquette mondiale joue à la hauteur de son talent et s'offre un bagel extra fromage à la crème. Un pointage de 6-0 pour assurer son passage au 3e tour. Danielle Collins a été victime de 7 bris de service. Elle a commis 25 fautes directes. Cincinnati marque aussi le retour au jeu de Novak Djokovic. Battu par Carlos Alcaraz en finale à Wimbledon, le numéro 2 mondial s'est ensuite accordé un long repos. À quelques semaines du US Open, Djoko arrivait à Cincinnati avec la possibilité de déloger Alcaraz du premier rang de l'ATP. C'est également un premier match en simple pour le Joker aux États-Unis depuis la COVID-19. La foule lui réserve un bel accueil. Djokovic affronte Alejandro Davidovich Fokina pour son retour au jeu. L'Espagnol a atteint la demi-finale à Toronto la semaine dernière et semble décidé à poursuivre cette belle séquence. Il effectue plusieurs coups gagnants en début de rencontre. Sauf que les choses se compliquent pour Davidovich Fokina par la suite. Il doit retraiter au vestiaire pour soigner une blessure. Djokovic en profite pour prendre une vidéo avec cette femme. Oh, un beau geste. Le momentum change de côté à la reprise du jeu. Novak prend l'avantage sur son rival et s'offre la première manche au compte de 6-4 avec ce magnifique coup.
Visiblement diminué en raison d'une blessure, Davidovich Fokina n'a d'autre choix que d'abandonner dès le début de la deuxième manche. Novak Djokovic l'emporte donc par abandon. Il a maintenant rendez-vous avec Gaël Monfils au prochain tour. Yannick Sinner affronte Dusan Lajovic. Avec un laissez-passer au premier tour, Sinner dispute un premier match depuis sa victoire en finale à Toronto. Face à la 66e raquette mondiale, ça devrait être une balade dans le parc. Pas si vite, l'ami. Lajovic sort de nulle part et enlève la première marche. On se doute que ce ne sera pas si facile que ça de se débarrasser du jeune Italien. Sinner retrouve de sa superbe au deuxième set avec ce coup droit tout juste au-dessus du filet. À 33 ans, Lajovic n'est pas du tout intimidé par la jeune pépite de 21 ans qui compte déjà 8 titres ATP. Dusan sort un revers en désespoir de cause et le résultat est excellent. La deuxième manche se rend au bris d'égalité. Lajovic perd les 2 premiers points, mais reprend le dessus en profitant de son service. Dusan Lajovic complète la surprise et élimine Yannick Sinner. Le Serbe fait tomber un membre du top 10 pour la 4e fois en 2023. Denis Shapovalov doit faire une croix sur le US Open. Il n'est toujours pas prêt à revenir au jeu après avoir raté l'Omnium Banque Nationale et présentement le Masters de Cincinnati. Chapeau est toujours aux prises avec une blessure à un genou. Jeff Petrie a rencontré la presse de Détroit au lendemain de son acquisition des Canadiens. Il est reconnaissant envers Kent Hughes de l'avoir échangé à l'équipe de sa région natale. D'ailleurs, Petrie va porter le 46 à Détroit. C'est le numéro qu'avait son père Dan Petrie lorsqu'il lançait avec les Tigers. Le défenseur de 35 ans va réaliser un rêve d'enfance en endossant le chandail des Red Wings. He asked, okay, what are some places that you want me to look into and things like that. So, you know, for him to do that for me was great, and you know, Detroit was the number 1 spot on my list. You know, I wanna play here, and I've wanted to my whole life. Mardi, c'était la 4e édition de l'invitation Serge Savard au club de golf Le Mirage. C'était difficile de croiser l'ancien DG sans lui parler de l'édition actuelle des Canadiens. Si M. Savard s'est montré critique par le passé, son regard a changé depuis l'arrivée de la nouvelle administration du CH. Le reportage d'Olivier Larue. Serge Savard a profité de son tournoi de golf pour ramasser des fonds pour les étudiants athlètes de l'Université de Sherbrooke, mais aussi pour honorer l'équipe championne des Canadiens de 1993, soit la dernière équipe canadienne à avoir gagné la Coupe Stanley. Si le Canadien avait gagné 2-3 coupes depuis ce temps-là, je pense pas qu'on serait ici pour souligner le 30e anniversaire de la dernière coupe. Non seulement le CH n'a pas remporté les grands honneurs depuis, mais la route semble encore longue, alors que l'organisation est au cœur d'une phase de reconstruction. Toutefois, Savard a confiance que la nouvelle direction pourra améliorer les choses. Il faut donner la chance aux coureurs. Ils ont une nouvelle organisation. C'est la 2e année de la nouvelle organisation. On se donne toujours des plans entre 3 et 5 ans. En tout cas, moi j'ai confiance. Là. Je pense que l'organisation est beaucoup plus solide qu'elle l'était dans le passé. L'ancien défenseur et directeur général du Tricolore apprécie notamment l'arrivée de plusieurs jeunes joueurs qui sont repêchés et développés au sein même de l'organisation, contrairement à ce qui se faisait dans le passé. C'est ça qui est arrivé avec le Canadien dans les années passées. La dernière année de Bergevin, ici à Montréal, on regardait l'alignement. Je pense qu'il y avait un joueur dans les 7 dernières années de repêchage qui était sur l'alignement. Alors, si on n'est pas capable de produire nos gars de 3e ligne puis de 4e ligne, bien, on a un problème. Au cœur de ce jeune noyau de joueurs, on retrouve Nick Suzuki, qui vient de compléter sa première saison à titre de capitaine. Encore une fois, Savard est encouragé par l'engagement de Suzuki envers sa ville et sa communauté. Il a fait un commitment à long terme dans l'organisation du Canadien. J'aime beaucoup le fait, une chose que je préconisais beaucoup puis que j'insistais auprès de mes joueurs qui demeurent à Montréal l'été. Et c'en est un qui est une des vedettes actuellement, qui a passé l'été à Montréal, qui semble s'intégrer beaucoup dans la communauté, du moins plus qu'on a vu dans le passé. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Serge Savard s'est également montré satisfait de ce qu'il voit de la part de Martin Saint-Louis depuis son arrivée derrière le banc du CH. Il s'attend maintenant à voir une progression de l'équipe au cours des prochaines saisons. Olivier Larue, RDS Info, à Terrebonne.
Pour Thomas Chabot, l'objectif est clair. Il veut faire les séries. Et il faut toujours rester vigilant lorsque Fernando Tatis Jr. est sur les sentiers. Tout ça et bien plus pour vous au retour.